Mais il faut pas être sage dans la vie de tous les jours. Clairement. C'est-à-dire qu'il faut... Non, mais c'est vrai, en fait, il faut jamais... Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir une éducation où on m'a jamais dit que je pouvais pas faire quelque chose, quoi que ce soit, parce que j'étais une femme. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que je me dis encore aujourd'hui, mais prends ta place, quoi. On s'en fout, en fait. Enfin, c'est-à-dire, vas-y, fais. Fais ce que tu dis, ce que tu as envie de dire, fais ce que tu as envie de faire. Et si ça ne te plaît pas, mais c'est pareil. Victoria, Marianne, Pascaline, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de La Rebelle pour parler du développement de carrière. Je suis vraiment ravie que vous soyez présentes et de pouvoir échanger avec vous pendant cette heure. Merci beaucoup. Mais merci à toi pour ton invitation. Merci Charlotte. Ouais. C'est toujours un bonheur de te retrouver. Et oui, c'est des comédiennes que nous avons eu la chance d'accompagner en formation et pour nous c'est important de pouvoir créer du lien aussi avec les artistes qu'on accompagne et de pouvoir aussi transmettre ces expériences-là. Donc moi aussi je suis ravie de vous retrouver. D'habitude je présente mes invités, mais là vous faites toutes tellement de choses que je vais vous laisser vous présenter en quelques phrases, justement, si on devait être dans un speed dating ascenseur, le fameux j'ai 30 secondes pour dire qui je suis. Non, je plaisante. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous faites en ce moment ? Je me lance ? Ouais, Okay. Alors moi, je suis coach personnel pour les comédiens. Donc j'accompagne les acteurs dans toutes les étapes de leur parcours, dans leur rapport à eux-mêmes, à leur métier, à l'écosystème dans lequel on évolue tous. Anciennement, j'étais chez Adéquate, en collaboration avec plusieurs agents pendant 4 ans et demi. Avant, je suis passée un peu en production, mais il y a quand même un moment, je suis passée chez Mandarin, je suis passée chez TF1, etc. Et de base, s'il faut que je remonte à la source, je suis une juriste de formation. Voilà. Et donc aujourd'hui, je développe cette nouvelle activité qui, je pense, est vraiment indispensable dans ce milieu. Les filles, on en parlera après, mais le coaching de carrière. Le coaching de carrière et le coaching personnel surtout, pour savoir rester ancré, aligné quand on avance sa carrière, parce que je pense que c'est ça qui est essentiel pour durer, en fait, simplement. Bah oui, complètement. On est démunis quand on arrive sur le marché de l'emploi parce que c'est des codes différents selon si on est dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'audiovisuel. Et finalement, on a personne pour nous accompagner au fur et à mesure de notre carrière en fonction de là où on vient. Donc, Exactement. Bah, tout à fait. Surtout que c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup dans le monde et en France de manière générale, mais d'autant plus surtout en entreprise. Tu vois, les chefs d'entreprise sont tous coachés, les managers aussi. En fait, on accompagne les gens dans leurs évolutions personnelles et professionnelles. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide un peu là-dessus dans le cinéma auprès des comédiens. Et j'ai aussi, j'ai basé tout mon projet et ma réflexion sur mon expérience terrain, voilà, littéralement, auprès des comédiens que j'ai accompagnés pendant mes années chez Adéquate. Et donc, je me suis dit, mais je pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée à créer ça, à créer cet espace-là pour que chacun puisse venir trouver ses propres clés, prendre du recul quand il en a besoin, poser ses repères, parfois recentrer des choses. Même si on a, et c'est pas du tout la même chose, la psychologie qui est déjà très, très développée, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est très complémentaire. Le coaching s'ancre dans l'action. On est dans une dynamique d'un point A, on veut aller à un point B, et là-dessus, on met en place des actions. En fait, c'est l'âme du coaching. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et jusqu'ici, ça c'est très bien reçu. Donc j'en suis très contente. Mais voilà, j'en suis là. Super. Ouais. Et les filles, vous faites plein de choses, je sais, toutes les deux. Ouais. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Qu'est-ce que vous faites ? J'avais envie, moi, de rebondir sur le coaching parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai été une artiste contrariée. J'ai commencé ma carrière à faire des trucs très classiques, très cérébraux, alors qu'en fait, j'ai toujours été une artiste très profondément. Les gens qui me connaissent aujourd'hui ont vraiment du mal à même comprendre que j'ai pu faire des hautes études. Et vraiment, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très beau dans le coaching, dans le fait d'accompagner les gens à être eux-mêmes. Et donc moi, exactement. Je suis comédienne aujourd'hui et je suis hyper heureuse dans tout ce que je fais. Je suis une artiste complète. Je suis passée d'abord par la peinture. J'ai été artiste plasticienne amateur. J'ai fait une première expo et puis après, je me suis vraiment lancée dans le théâtre et la comédie parce que c'est vraiment ça qui me portait au quotidien.
Et aujourd'hui, je fais du cinéma et du théâtre. Je fais beaucoup d'improvisation. J'ai monté mon école d'impro qui s'appelle Le Cours Toujours, qui marche du tonnerre. Et je fais aussi moi-même du coaching de prise de parole en public à côté de ma carrière d'actrice pour pouvoir être payée. Bah oui, c'est les sources de revenus des comédiens. On pourra en reparler tout à l'heure. Il faut multiplier en fait les casquettes pour avoir des sources de revenus beaucoup plus stables. Oui. Et en fait, c'est vraiment chouette, aussi bien dans l'improvisation que dans le coaching de prise de parole. J'ai l'impression que j'apprends aux gens à être eux-mêmes. Aujourd'hui, moi, je me sens hyper moi-même. Je fais des tonnes de choses différentes parce que c'est comme ça que je suis. Au début de ma carrière, on m'a beaucoup dit « fais la même chose, fais-le à fond, c'est comme ça que ça va marcher et c'est comme ça que ça fonctionne. Le monde, il est comme ça. » Et en fait, non. Donc le cliché, quoi. Voilà l'idée préconçue qu'on a et en fait, pas du tout. Et en fait, non, moi, je me nourris de 1000 trucs. Je me nourris des autres, je me nourris de plein d'arts différents. Et aujourd'hui, voilà, je réalise mes propres films avec lesquels je joue. T'es réalisatrice. Voilà, je chante. Ça, c'est très important pour moi. J'essaie de faire de la comédie musicale. N'hésitez pas. Je danse aussi à un niveau professionnel. Enfin, j'ai l'impression d'être vraiment prête pour tout, pour que si demain tu me proposes quoi que ce soit et que je me dis waouh, j'ai trop envie de le faire, je suis prête. Voilà. Donc je fais vraiment plein de trucs différents. Je fais des performances. Bref, on pourra en parler. Je vais pas prendre toute la place avec ça, mais je t'enverrai ma vidéo de présentation. Mais oui. Tous les conseils de Colette, l'agent artistique. Voilà. Super, merci. Et Pascaline? Eh bien, moi, je suis comédienne au théâtre et aussi à l'image. Je suis aussi, on va dire, enseignante dans mon ancienne école de théâtre pour le cursus sur les émotions, sur les interviews en deuxième année. Donc, j'accompagne des jeunes comédiens à trouver leur sincérité, leur puissance de jeu, à dépasser leurs limites émotionnelles, leur peur aussi. C'est pas facile quand on a 18 ans de se lancer dans des endroits émotionnels où on ne sait pas si on va perdre le contrôle, et donc on essaye de leur créer vraiment un espace safe, quoi, secure, pour qu'ils puissent donner tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont. Avec Charlotte aussi à La Rebelle, on développe des modules d'accompagnement en entreprise pour l'écoute active et l'intelligence émotionnelle, et l'art de prendre la parole en public, que ce soit avec 2 personnes, 15 ou 100, voilà, se sentir à l'aise. Donc je rejoins un petit peu ce que tu disais, c'est quand même super intéressant, parce que c'est pas du tout le monde du jeu, des comédiens, des acteurs et tout, mais on rencontre vraiment des personnalités complètement différentes à chaque fois, et super riches, et qui, moi, me laissent toujours bouche bée, quoi. Parce qu'en fait, au début, ils arrivent, ils disent non, c'est pas du tout pour moi, je vais jamais y arriver, et en fait, ils nous font toujours des choses assez extraordinaires à partir du moment où ils sont bien accompagnés. Je suis clown aussi, c'est très important pour moi, c'était une grosse révélation dans ma vie, c'était ce qui m'angoissait le plus quand j'ai fait ma reconversion professionnelle il y a une petite dizaine d'années. Je voulais absolument pas en faire. La personne qui m'a recrutée dans l'école m'a dit « Moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème, Pascaline. » Parce qu'elle aime mes clowns avec son rire tonitruant. Et en fait, elle avait super raison, quoi. C'est vraiment... pour moi, c'est toute ma jeunesse, c'est le punk, c'est l'anarchie, avec en même temps toute cette art du fil, parce que le clown ne peut pas non plus juste faire n'importe quoi. Il est avec lui-même, avec le monde, avec le public, et cet équilibre, c'est un peu le même que celui qu'on doit avoir dans la vie aussi. Enfin, il y a beaucoup de résonance dans cette discipline-là. Quoi d'autre? Et ça, j'ai eu la chance de vivre tout ça après avoir vécu plein d'autres vies, puisque avant j'étais professeure de français pour les étrangers, donc j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, notamment en Amérique latine, dans plein de pays différents, où j'ai rencontré comme d'hab, plein de belles personnes. Et après, je travaille en école de commerce, dans la formation professionnelle continue à mon retour en France, où j'ai beaucoup appris, mais je me suis beaucoup emmerdée, hein, je ne vais pas tortiller, c'était pas du tout mon monde. Mais j'ai appris plein de choses que je peux utiliser aujourd'hui, donc voilà, c'est ça qui était chouette. Et là, je viens de terminer une expérience de 9 ans aussi à la tête d'une TPE, toute petite entreprise dans les travaux publics, en tant que présidente. Donc rien à voir avec le jeu, mais que je faisais avec le jeu, donc c'est pareil. Je jouais aussi des rôles régulièrement, en fait. Enfin, tout est un peu jeu et tout est un peu humain. C'est vraiment ma vie. C'était important pour moi, sur cette table ronde, de vous rassembler toutes et de montrer aussi que le profil d'une comédienne, aujourd'hui, c'est une comédienne qui a justement
toutes ces casquettes-là? Parce qu'on rentre dans les écoles de théâtre et on nous dit vous faites un parcours comédien et souvent on se spécialise très tôt. Et ensuite on nous dit que rapidement on va pouvoir trouver du travail, sauf que la réalité du marché n'est pas du tout celle-ci. Donc ma première question, c'est quelle est la difficulté pour développer une carrière à l'image, vraiment, que vous avez pu ressentir? À l'image. À l'image. En fait, c'est que tu peux pas démarrer sans avoir beaucoup d'outils. Donc, ces outils, il faut les faire, il faut les créer. Et, ça coûte de l'argent, ça demande de s'investir. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. Je pense déjà avoir un bon book photo. C'est pas quand tu fais ton premier book, c'est pas spécialement ton meilleur. Ben, tant pis, tu as déjà dépensé pas mal d'argent. Si c'est pas celui-là, tu pourras pas en faire un tout de suite. Pareil avec la bande démo. Après, en fait, il faut que tu payes pour rencontrer des gens aussi en atelier ou pour pouvoir commencer à montrer ta tête, quoi, et ce qui pense à toi pour t'appeler. Il faut aussi aller en festival. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le plus dur au début, c'est vraiment de dire par quoi je commence, quel budget je mets, est-ce que je vais avoir un retour sur investissement, parce que là, j'ai plutôt l'impression de payer pour avoir le droit de travailler. Et c'est quand même juste hallucinant. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où ça se passe comme ça. Je parle de mon expérience à moi, où voilà, moi je commence tard, comme je dis, c'est une reconversion professionnelle, je commence par le théâtre, et à un moment je me dis il faut que j'ai un peu plus de boulot parce que le théâtre c'est compliqué. Bon, tout le monde est au fait de ce qui se passe dans les budgets de la culture aujourd'hui, donc ça va pas aller en s'améliorant. Et il faut constituer un réseau en audiovisuel. Il faut constituer un réseau, pas que dans le théâtre, pas que dans le clown, pas que aussi dans le coaching entrepreneurial, mais aussi dans l'audiovisuel. Et puis parce que si ça m'intéresse, c'est encore quelque chose dans lequel je ne me suis pas complètement nourrie et que j'ai envie de découvrir. Ça reste du jeu, mais c'est d'autres codes de jeu que ceux du théâtre et encore plus loin de ceux du clown, par exemple. Et moi, je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir naviguer entre tous les codes de jeu et t'éclater là-dedans. Sauf que tu regardes l'Everest comme ça, tu te dis, ouais, alors je sais pas trop, face Est, face Ouest, peut-être pas. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti vraiment au début, quoi, de ne pas savoir comment l'attaquer et de me dire c'est fou de dépenser autant et pour le moment d'avoir pas grand-chose en retour et de ne pas savoir si j'aurai un jour ces retours. Et Victoria, comment tu as envie de réagir quand tu entends une comédienne justement qui n'a pas commencé à 15 ans, c'est-à-dire très tôt dans le cinéma, et qui souhaite à un moment donné, à 20, à 30, à 40, à 50, se dire mais le cinéma c'est aussi pour moi? En fait, c'est-à-dire que moi j'ai une expérience différente parce que de là où je viens, moi je suis directement rentrée dans une grosse agence, donc j'ai directement eu affaire avec des profils qui en fait on prenait en charge, du coup ils s'est rentrés dans le sommet en fait, donc il y avait toutes ces portes qui s'ouvraient, toutes les opportunités, etc. J'ai moins eu du coup j'ai moins été confrontée moi personnellement à à discuter justement avec des profils comme toi, de dire voilà, je démarre à un certain âge et dans tous les cas en fait il faut trouver son chemin et surtout le faire en restant en accord avec soi. Et je pense que c'est effectivement là que ça devient hyper compliqué. C'est-à-dire que tu le fasses peut-être même à 15 ans, à 20 ans ou à 40 ans, il y a une difficulté qui s'ajoute supplémentaire qui est l'âge et en plus aussi chez les femmes. On ne va pas fermer les yeux là-dessus, c'est évident. Voilà. Maintenant, il y a aussi un truc qui est juste évident, c'est qu'il faut trouver le moyen de mettre un pas devant l'autre, une action après l'autre, tout en restant en accord avec soi et en même temps, parfois, on n'arrive pas ou plus à avoir le recul nécessaire pour se dire, attends, je prends cette direction, celle-ci. Et c'est là que, moi, je me dis, c'est vachement bien d'avoir quelqu'un qui t'aide justement à construire, en fait, ton chemin, quoi. Ouais, ton parcours. C'est d'avoir la confiance sur le long terme. Si tu commences et puis, en fait, t'as pas beaucoup de retour d'ascenseur. Et les clés, c'est clair. Confiance et cette pugnacité. Mais c'est clair. Et te dire, en fait, je fais les choses bien, là. Mais c'est aussi d'avoir les clés de réseau, parce que même si dans ton agence, vous représentiez des talents qui travaillaient déjà beaucoup, ou en tout cas qui étaient... qui avaient la chance de bien pouvoir sûr, être repérés, bien sûr. Mais je pense que vous deviez aussi
construire ces opportunités en tant qu'agence à ces talents-là. Donc, c'est clair. forcément, évidemment, c'est le travail de tout agent au détriment d'autres artistes. Enfin, on a quand même conscience que c'est pour une minorité parce qu'il y a énormément d'artistes. Bien sûr. Donc, comment on fait pour découvrir ces clés ? Marianne, est-ce que tu les as découvertes, toi, les clés ? Moi, ça a été un vrai parcours du combattant, ma carrière. Moi, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'avais un avenir qui était tout tracé, j'étais une enfant des classes prépa, donc j'étais très... c'était tout droit, quoi. Et en fait, il y avait rien à faire que d'aller tout droit. Et tout était là, en fait. C'est ça qui est fou. Et quand tu décides de sortir du système, je trouve qu'il y a un peu un truc de « Ah ouais, tu décides de sortir du système, bah, tu vas un peu le payer, quoi. » Et moi, j'en ai vraiment souffert. Déjà, bon, évidemment, ma famille n'a pas compris mes choix. Et tout le monde autour de moi me disait qu'en fait j'allais juste souffrir et que je faisais une connerie et que c'était un caprice de jeunesse. C'est vrai, on est souvent seul. Il y a beaucoup de comédiens qui m'en ont parlé en disant ma famille me demande pour combien de temps il me reste. Ouais, exactement. Et tu décides de faire tellement quelque chose qui sort des sentiers battus et qui en plus est précaire et tu n'as aucune sécurité derrière. Et les gens l'humain de manière générale a besoin de sécurité. Ouais. C'est-à-dire que c'est un des premiers besoins fondamentaux. Et quand tu décides de lancer dans quelque chose, mais même l'entrepreneuriat de base en fait, c'est-à-dire que tu ne t'assures pas la sécurité, il y a une réaction immédiate de dire attends. Et puis surtout qu'on a cette vision où on sait que c'est pas facile pour les comédiens, c'est-à-dire quand tu démarres et que tu dis bon bah là effectivement c'est ce que tu disais, il y a une montagne. En fait, comment je fais? T'as une montagne, t'as des gens qui ont des fast-pass pour la montagne et toi non. Et toi, t'as pas le forfait. T'as les gens qui sont pris en effet dans des grosses agences et tout, et toi, tu vas devoir te battre avec tes petites mains, donc tu regardes tes pieds. En fait, moi, il y a un de mes coachs qui m'a beaucoup conseillé, je vais lui faire un bisou d'ici, quand tu regardes l'Everest, si tu regardes que l'Everest, tu vas tomber, donc pense à regarder tes pieds et à faire des pas les uns après les autres. Et en fait, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis beaucoup restée en mouvement, en fait, et j'ai tenté des choses, parce qu'en fait, tu construis ta carrière d'actrice, tu construis ta personnalité d'artiste et en fait, tu as besoin de te trouver. Et pour te trouver, il faut faire des choses. Je pense que le pire des trucs à faire, c'est d'attendre qu'on t'appelle. Évidemment, c'est con à dire, mais rappelons-le, quoi. Mais l'action crée la confiance. Ouais. Ça, c'est un truc que je répète à tout le monde, tous les gens que j'accompagne, tous mes coachés. L'action crée la confiance. Donc, c'est-à-dire, plus tu es en mouvement, plus tu fais des choses, plus tu vas dire « Ah, en fait, ça, oui. En fait, ça, non. Ah, bah tiens, là, ça vibre. Là, ça résonne. Là, je me sens bien. Tiens, je vais creuser cette voie-là. » Teste. Fais plein de trucs. Tu peux jamais avoir de regrets, en fait, à partir du moment où tu écoutes ce qui se passe là et que tu oses. Et tu transformes, je trouve, après c'est vraiment Miss France, quoi, mais tes faiblesses en force. Parce que, moi, en fait, personne m'a aidée, clairement. Et en plus, à la sortie de mon école de théâtre, quand j'avais enfin fini mes études de théâtre, pendant que tout le monde se lançait, j'ai eu des très gros problèmes familiaux. Ma mère est tombée très gravement malade. Moi, j'ai dû m'occuper de ma mère pendant que je voyais tout le monde qui s'éclatait. Et j'avais... Enfin, plus que le seum, j'étais seule au monde, quoi. J'avais l'impression que le bateau était parti sans moi et en même temps, moi, il était hors de question que je lâche. Vraiment, genre, il pouvait m'arriver n'importe quoi, je lâcherais pas. Je pense que ça, c'est aussi un des grands trucs. C'est l'endurance, tu vois. Et en fait, il y a eu au bout d'un moment, c'est ok, tout le monde est parti sans moi, très bien. Ben, je vais faire mon chemin seule. Et je vais construire mes expériences toute seule et je vais créer toute seule. Et en fait, je créerai avec ce que j'ai. J'ai quoi devant moi? J'ai un verre, et ben je vais créer avec un verre. Enfin, tu vois, genre... Et il y a un peu un truc de ça, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me dis, si on était venu me chercher, si à 16 ans, je me dis souvent, si à 16 ans, au lieu d'avoir fait mes études... si tu avais commencé par ça, j'avais foncé chez Adéquat, tu vois. À 16 ans, machin, tu vois, j'en sais rien, ça se trouve, on serait meilleurs potes. Mais on peut devenir meilleurs potes aussi. Victoria, on serait cul et chemise. Mais en fait... Mais oui, ça aurait changé des choses. Moins de créativité, je pense, parce que là, tu vois, genre... moi, aujourd'hui, je crée avec n'importe quoi et j'ai une espèce de vitalité, de force de création et de aussi, je sais pas, de connecter avec... Et t'as l'envie. Et d'humilité aussi, je pense. Enfin, tu vois, genre, je sais que si un jour j'arrive en haut de la pyramide, en haut de l'Everest, je ferais « Coucou, j'ai réussi, venez, c'est par ici, c'est par là. » Mais putain, on en a chié, c'est pas... Tu vois, une fois que t'as pas eu le fast-pass, je pense qu'une fois que tu y es... Et il y a aussi un élément, je pense, qui est important, c'est que quand on essaye de gravir cet Everest, se mettre en action et en création, mais ne pas le faire tout seul parce qu'on fait des métiers de réseau et qu'on a besoin d'avoir un regard et qu'on fait des métiers de groupe, en fait. Bon, sauf quand on
écrit, produit, réalise, joue. T'as qu'une personne. Mr Bean avait fait le sketch dans son film d'ailleurs là-dessus. Mais de bien s'entourer. Comment est-ce que vous êtes bien entouré? Comment est-ce que vous avez constitué votre famille artistique? Et Victoria, est-ce que tu pourras nous parler justement de comment au sein d'une grande agence, on maintient le réseau entre ces artistes pour créer des opportunités? Comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce qu'on fait au sein d'une grande agence? Mais moi, c'est grâce à mon école, en fait. Ma première famille artistique, c'est mon école qui me l'a fournie, puisque ma première proposition professionnelle, c'est la directrice de mon école, Claude Viala, qui a aussi sa compagnie depuis énormément d'années, et elle décide de fonder son école, et j'intègre la première promotion de son école. En deuxième année, donc au sein d'un groupe qui se connaissent déjà tous, j'arrive un peu là, je suis la plus âgée, tu vois, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, j'aurais jamais dû faire ça et tout. En fait, c'était génialissime, on s'est tous énormément bien trouvés, ça a été 2 années super riches. Et à la fin de ces 2 années, elle à côté, donc comme je disais, sa compagnie qui fonctionne depuis 20-25 ans, et elle est sur un projet qui s'appelle Un cœur Moulinex, et il s'avère qu'ils ils réussissent pas à avoir les budgets pour monter cette pièce comme ils le souhaitent. Et donc, un comédien et 2 comédiennes quittent le projet parce que malheureusement, il faut absolument qu'ils terminent leur intermittence, il faut qu'ils fassent leurs heures. On adore ce texte, on adore ce projet, mais on ne pourra pas le faire. Et je vais voir un soir, c'est vraiment tout bête, je vais voir un soir le spectacle de la promo suivante sortante et on se retrouve au Tirade, au théâtre de Belleville, à côté, là, au Tirade, à boire un coup ensemble. Et elle me regarde et elle voit ses anciens élèves, 3 de ses anciens élèves, 3 de ma promotion. Et là, elle tilte, elle dit, en fait, c'est eux qui vont remplacer mes comédiennes qui viennent de partir. En fait, c'est trop bien, ils sont jeunes, ils ont tous les 3 des âges différents, tout le reste de l'équipe est plus âgé. On va raconter toute l'histoire de Moulinex, donc c'est une fresque sociale, historique, économique, politique, humaine. En fait, il nous faut une diversité au plateau et voilà. Donc, premier projet grâce à l'école. Voilà, grâce à l'école. Mais dans ce projet-là, je rencontre quelqu'un qui, après, m'a fait rencontrer d'autres personnes avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, avec qui je vais travailler l'année prochaine de nouveau. Et donc, j'agrandis comme ça ma famille artistique. Voilà, en acceptant ce premier projet. Et toi, Marianne, ça a été pareil, première école, tu t'es formée au cours Florent et ensuite tu t'es formée également au Lee Strasberg Institute à New York. Ouais. Est-ce que tu as pu lancer tes premiers projets avec... Mais pas du tout. Mais c'est ça qui est génial. Moi, franchement, je suis sortie des cours Florent en 2018. 2018 était vraiment la pire année de ma vie, en bonne concurrence avec 2020 quand même. Mais non, moi, le cours Florent a refusé mon projet de fin d'études, alors que pourtant, j'avais fait un super dossier, mais ils n'aimaient pas la pièce. Donc, j'ai pas pu jouer mon projet de fin d'études. Okay. Et je te dis, à la sortie de mon école, moi, j'ai eu des problèmes familiaux de l'espace que j'aurais jamais pu imaginer. Donc, non, moi, je me suis retrouvée seule toute, de chez seule toute. Et j'ai dû recréer tout à partir de zéro. Et je pense que j'ai dû recréer à partir de zéro à partir de 2020. Et alors, comment t'as fait? C'était quoi les premières étapes? Moi, du coup, elle a été beaucoup plus diverse. En fait, je me suis nourrie de plein de gens différents. Et en fait, c'est même quelque chose que je trouve qui est une richesse. Moi, je ne traîne pas qu'avec des comédiens. Si je suis qu'avec des comédiens ou comédiennes, je me fais chier. C'est horrible. Et en fait... Désolée, hein. Ça, c'est dit. Voilà. Non. Et en fait, moi, mon meilleur ami Axel, qui est plasticien, avec lequel on s'est connus en prépa et on a grandi artistiquement ensemble avec des chemins différents. J'ai des amis qui sont plasticiens, j'ai des amis qui sont, je sais pas, je rencontre des gens dans la danse, dans la chanson, j'ai vraiment, je suis aussi dans la famille, dans la religion des burners. Moi, tu sais, je fais les burners? Oui, les burns, les festivals burn. Ce sont des festivals de création et dans lesquels je rencontre énormément de gens dont je me sens extrêmement proche et avec lesquels on crée des trucs extraordinaires. Moi, j'ai vraiment une famille artistique qui est ultra diverse. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidée dans les 2 dernières années, c'est les kinos. Ça, c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais parler. Après, j'ai pas envie d'en faire trop la promo parce que sinon, ça va devenir trop connu. Mais le kino, c'est un concept qui vient du Canada. J'en parle beaucoup moins bien que les vrais produits kido. J'espère, si vous m'entendez, que c'est OK ce que je dis. Donc, ça vient du Canada.
c'est des Canadiens qui avaient envie de faire des films, qui n'avaient pas d'argent et qui se sont dit, OK, nous, on va faire des films et on va les faire maintenant et on va les faire avec ce qu'on a. Et il y a vraiment ce truc-là de création de, OK, on se retrouve et là, on a une semaine, on a 3 sessions. Création urgente avec ceux qui sont dispo à ce moment-là et qui ont envie. Et moi, c'est un espace de création formidable. J'ai réalisé mes premiers films en kino, j'ai joué, j'ai rencontré des gens. Tu as des gens qui sont ultra, ultra pros, des gens qui sont un peu plus amateurs. Tu apprends à bosser ensemble. Et puis voilà, genre, moi, c'est l'urgence. Le dernier kino, je suis arrivée, je me suis dit, oh là là, ici, ça ressemble à un lieu de mariage. J'ai envie de faire une comédie musicale. Je vais faire une comédie musicale qui se passe dans un mariage. Et en 2 jours, j'ai écrit, composé, réalisé. Oui, ça revient à ce que tu disais dans l'action, enfin ce que on a dit rapidement. Mais ça, c'est bien pour avoir s'exprimer en tant qu'artiste, avoir des projets, etc. Mais comment est-ce qu'on s'insère dans l'industrie? Comment est-ce qu'on a accès à des castings? Comment est-ce qu'on a accès à des agents? Qu'est-ce que tu as pu voir justement des bonnes pratiques? Est-ce que tu... C'est-à-dire que le rôle de l'agent de base, c'est de faire connaître son comédien, d'aller lui chercher des projets, d'aller lui chercher des rencontres et du coup de le faire évoluer dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est assez rare quand même qu'il y ait un premier casting, boum, ça prend d'un coup, ça y est, tac, on est à Cannes. C'est rare. C'est quand même assez rare, quoi. C'est-à-dire que de base, on est quand même dans un truc de... Ça, c'est Adèle Exarchopoulos qui a eu... c'est magnifique. Ça, bien sûr, mais ça arrive, c'est ça qui est génial aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare. Que voilà, le chemin un peu plus classique, normal, c'est quand même d'aller chercher des castings, d'aller chercher des rencontres avec des directeurs de casting, d'aller chercher des projets, de parler de son comédien et d'aller chercher du réseau, en fait, d'aller faire connaître la personne et de le vendre, en fait, de dire, mais si, il ou elle mérite que tu la vois, mérite que tu la rencontres, c'est une super comédienne, c'est une super personne, vas-y, franchement, fais-nous confiance, en fait. C'est vrai que là, il y a une force devant au premier plan de légitimité de l'agent lui-même et de dire je sais de quoi je parle parce que c'est mon métier, j'ai l'œil. Toi, tu fais ton bout de chemin parce que c'est toi aussi le réseau. C'est-à-dire que c'est l'agent lui-même qui fait son réseau. Parce que derrière toi, tu développes ton propre réseau. Mais bien sûr, c'est toujours en collaboration. Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est pas juste on envoie la personne qu'on représente sur le premier plan. C'est nous, tu vois, derrière. Enfin, plus moi aujourd'hui, mais en tout cas, les agents qui vont aussi développer leur réseau de sorte à ce que on est en lien avec les directeurs de casting tout le temps. On parle avec eux, on discute, on échange, on va à l'info, on va chercher les projets. Et en fait, c'est ça qui fait que tu crées des liens de confiance, que tu crées des familles artistiques, littéralement, et qu'en fait derrière, il y a cette fluidité, ce naturel qui s'installe de dire tiens, mais je vais t'appeler toi parce qu'en fait j'ai confiance en toi, je sais que jusque là tu m'as présenté des chouettes profils, donc je viens de chercher pour la suite en fait. Donc en fait on essaye de positionner ses talents en créant tous ces micro-réseaux et ces liens. Tu crées des rencontres tout le temps, quoi. Exactement, avec les producteurs, voilà. Avec les directeurs de casting, peut-être on essaye de faire matcher un producteur ou un réalisateur avec un directeur de casting. Comme ça, on sait qui peut avoir le prochain casting. On peut aussi lui parler. En fait, tu rentres dans des circuits. Ouais, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un ou une comédien va sur passe un casting avec X directeur, directrice de casting et ça se passe super bien. Même si le rôle n'est pas décroché, il y a quand même un super feeling qui s'est fait ou en tout cas la personne se dit, parce qu'après c'est le réalisateur qui fait son choix, mais en tout cas le directeur se dit, moi j'ai adoré la rencontre et j'ai adoré la personne. Dans tous les cas, je la garde dans ma tête pour les prochains projets. Et c'est parti. Et hop, tu rentres dans le filon, tu vois. Quand on a commencé par exemple, on a fait un premier film où on a eu un rôle assez important à défendre dans une série, dans un film, etc. Comment est-ce que, en termes de développement de carrière, on peut se servir de cette première expérience pour vraiment enclencher une carrière et d'autres projets derrière? Parce que c'est pas parce qu'on a fait un film que derrière on a un développement de carrière comme on se l'imagine. Déjà, il y a toute la phase de la promo. C'est-à-dire qu'il faut se montrer, quoi. Faut se montrer. Et comment on se prépare à une promo? Comment tu te prépares à une promo? T'es encadré. T'es pas seul, il y a toute une préparation et c'est là aussi où le coaching, je trouve qu'il est super important parce qu'il y a ce truc de qu'est-ce que tu es d'accord de dire, qu'est-ce que tu as envie de dire, comment tu réagis si on te pose une question avec laquelle t'es pas forcément à l'aise et que il y a des limites à poser tout de suite. Ça, parfois, on n'a pas toujours les mots immédiatement pour le faire. Donc nous, les agents
font ce chemin de base de vérifier le programme de la promo en lien avec les distributeurs, les chaînes, etc., qui disent, voilà, il va y avoir tel festival ou telle avant-première et telle interview, nanana. Du coup, tu checkes tout en amont pour t'assurer que c'est des gens que tu connais, des médias que tu connais, enfin, tu vois que c'est sérieux, en Bien fait. sûr. Et ça, quand c'est fait... Alors, je parle pas de ceux qui ont des attachés de presse, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le métier d'attaché de presse, quoi. Et c'est en collaboration, d'ailleurs, avec les agents et les coachs en prise de parole médiatique. Est-ce que vous travaillez ensemble Totalement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, par contre, quand un comédien a un attaché de presse ou une attachée de presse, pour le coup, là, c'est vraiment le rôle de c'est le rôle de l'attaché de presse. C'est son métier d'aller même là où nous, les agents vont pas chercher les interviews parce que c'est pas leur métier. L'attaché de presse va chercher les médias en question, tu vois. Par contre, en tant qu'agent, tu as toujours ce rôle un peu de protection première, de dire, OK, s'il n'y a pas d'attaché de presse à côté qui va prendre vraiment en main la promo du film ou d'une personne sur le film, etc., toi, tu as ce truc tu t'assures que le planning de promo soit OK avec le comédien ou la comédienne concernée. Tu checkes aussi avec ton œil d'agence parce que forcément, à bout d'un moment, tu commences quand même à connaître un peu comment ça marche et voilà, tu as quand même les clés, tu vois, que tu as développées au fur et à mesure. Donc, ça te permet d'avoir ce regard-là et de t'assurer que ça se passe bien. Marianne, Pascaline, par rapport à... vous, quelles sont vos interrogations aujourd'hui à votre endroit de là où vous en êtes dans votre carrière qu'est-ce que vous souhaiteriez savoir ou qu'est-ce que vous souhaiteriez comprendre, en fait, pour faire évoluer votre carrière ? Comment on ouvre le marché aux nouveaux talents? Parce que quand même, moi j'ai l'impression d'y aller, de faire plein de trucs. Et en effet, plus je développe ma personnalité artistique, plus j'ai du contenu à montrer, plus en effet il y a quelque chose de visible et qu'ils ont accès à mon profil. Mais comment on fait pour que vraiment ça marche, tu vois? Parce qu'il y en a quand même une petite impression décourageante que, en effet, maintenant il y a 2 agences qui se partagent tous les talents bankable et qu'en fait, si t'es pas bankable, tu y arriveras quand même potentiellement jamais, tu vois. Ouais, bien sûr. Et est-ce que est-ce que c'est faisable? Est-ce que je me raconte des histoires en fait en essayant de me battre et en me développant artistiquement? Est-ce que je serai toujours dans mon coin à faire mes trucs, ou est-ce que potentiellement ça peut marcher un jour, quoi? Oui, ça c'est comment résister justement, percer, bien sûr, ouais. parce qu'on est dans une... l'industrie nous dit souvent non et nous appelle jamais. Donc il faut être tout le temps moteur pour aller chercher des opportunités pour se vendre, pour vendre ses projets. Et donc effectivement, il y a un moment donné où, en plus en étant une femme encore plus, parce qu'il y a plus de difficultés, moins de rôles écrits pour les femmes, moins de projets, beaucoup plus de concurrence, de se dire mais est-ce qu'on va y arriver, quoi? Et ça veut dire quoi, y arriver? Haha. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire Non, que c'est une mais vraie tu vois, question, moi, c'est par un prisme exemple, personnel. j'ai encore jamais joué dans un long métrage et j'ai déjà eu des réals qui m'ont dit, moi je t'adore, j'aimerais vraiment te prendre dans mon film, mais je ne peux pas parce que en fait l'industrie ne veut pas de gens qui sont pas bankable. Donc bon, Ça c'est très juste. comment on fait? Moi j'aimerais vraiment bien défendre un beau rôle dans un long métrage et je sais que j'ai les compétences, je me forme en permanence. Ça fait des années que je me sens vraiment prête et que je continue à être prête et que je m'entraîne comme une sportive de haut niveau. Ouais, bien sûr. Et est-ce que c'est une erreur? Après, moi, je suis heureuse dans ma vie parce que j'ai trouvé mon équilibre aussi aujourd'hui. Mais est-ce que potentiellement un jour ça peut arriver, ou est-ce que je me mets le doigt dans l'œil? Non, mais c'est une question intéressante parce que c'est vrai que ça fait appel au fait que un film aussi se vend sur plein de choses différentes et dont aussi les acteurs, en fait. C'est-à-dire Tout de suite, les voilà, noms, les c'est distributeurs, les surtout, chaînes demandent... bien sûr, la popularité, c'est ce qui fait que on te connaît et donc les gens, c'est un tel, j'ai envie d'aller voir ce film-là. Maintenant, après, ça, pour arriver quand même de là à là, il y a quand même un chemin entre les deux. Ouais. Ça veut pas dire que c'est impossible de rentrer par une porte ou par l'autre. En tout cas, moi, je ne pense pas que ce soit impossible, loin de là. Je pense juste qu'effectivement, il s'agit d'une opportunité au bon moment de décrocher tel rôle, et aussi petit qu'il soit, mais en tout cas dans un film avec une super équipe derrière, un bon réalisateur, une bonne réalisatrice, machin. Et puis, au fur et à mesure, tu rentres dedans et puis
tu te fais ta place en fait. Tu fais ta place. Ouais. Faire sa place. Faire sa place, décrocher les castings. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour décrocher un job, un casting ou je sais pas, un agent ou justement que un projet théâtre soit vendu ou enfin qu'est-ce que vous avez pu faire où vous vous êtes dit bon, il a fallu que j'ai beaucoup d'audace, que c'est marché ou pas d'ailleurs? Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'en toute sincérité, en fait, là où j'en suis dans ma carrière, comme je dis, ça fait pas si longtemps que ça. Et je n'ai jamais... En fait, pour le moment, je ne suis pas passée dans la phase création et porter mes propres projets. J'étais sur une autre activité entrepreneuriale qui me prenait du temps, en plus du jeu. Et je ne me dédiais que au jeu. Et donc, en fait, j'ai eu la chance jusqu'à présent d'être repérée par certaines personnes qui m'ont fait travailler dans leurs projets. Donc pour le moment, j'ai rien eu à faire de fou. Et je dirais pas ce que je ferais si je devais faire. Je vais garder sous le coude et voilà. Sinon, il y aura plus d'effets de surprise. Donc voilà. Donc pour le moment, moi, j'ai pas encore été là-dessus, comme je te disais quand on s'est rencontrés aussi. Voilà, là, je suis à un tournant où il faut que je développe encore plus parce que ce que j'ai commencé à développer grâce aux opportunités de la vie et de mes compétences aussi de jeu, on ne me prend pas non plus juste parce que je connais machin, voilà, c'est parce que je sais ce que je joue aussi au plateau et là-dessus j'ai aucun doute. Mais là, ça me nuise évidemment et donc il faut que j'aille développer ailleurs. D'où développement de carrière, image, tout ce dont on parle depuis le début. Mais j'ai jamais eu encore à faire des trucs fous pour vendre un projet ou défendre ma place quelque part. On m'a plutôt demandé. C'est cool. Bah, tant mieux. Et toi, Marianne? La plupart des choses sont pas racontables. Ah, mais j'imagine. Après, en fait, je trouve que souvent, j'ai l'impression que c'est souvent des coups à plusieurs bandes, tu sais. En fait, souvent, tu fais plein de trucs et en fait, il n'y a rien qui se passe et à un moment... tu vas aux toilettes et puis tu croises quelqu'un et puis... Et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et que tu n'avais pas prévu. Mais une fois, j'ai suivi quelqu'un aux toilettes. J'en raconte pas plus. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais après, moi, je suis très engagée dans tous les trucs féministes. Et donc, le consentement est quand même ma valeur number one dans ma vie. Bien donc, sûr. En fait, je fais des trucs fous. Mais j'essaye de ne jamais faire des trucs qui enfreignent le consentement, qui ne sont pas consent validated. Donc, en fait, ouais, je ne vais pas suivre des gens. Il y a des gens qui font ça. Hein. J'envoie pas des milliards de mails, par exemple, parce qu'en fait, le harcèlement, je suis quand même contre. Donc, je fais des trucs fous, mais quand même qui respectent les gens. Je te raconterai en off des trucs. Et justement, est-ce qu'en agence, tu as des anecdotes ou des choses un peu incroyables que des comédiens ont tenté pour rentrer dans l'agence? Ah oui. Pardon, je m'étouffe. Non, c'est vrai qu'on en a vu passer quand même parfois des bonnes. Déjà, les gens ont une certaine audace parfois. Ouais. Il y en a beaucoup qui pouvaient venir spontanément. Juste en disant voilà, j'aimerais, et je trouve ça très mignon parce que on essaie plein de choses dans la vie, donc c'est ok. Après, qu'est-ce qui... C'est quelque chose dont je me rappelle de quelqu'un que ça, je me rappelle. Je me rappelle de ça. Une personne qui envoyait des mails, mais tout le temps. Et je pense que j'ai dû recevoir, je sais pas, genre 15 fois, 30 fois le même mail. C'est pas vrai, mais tous les jours? Ah, il y a un moment donné, c'était très régulier, oui. Ah oui. Et là, je te jure que j'étais là, mais stop, arrêtez, stop, arrête d'envoyer 15 fois le même mail. Et j'avais essayé de bloquer le contact en disant c'est pas possible. Et bon. Oui, ça, là, on est proche du harcèlement parce que. Ah oui, là, c'était très clairement du harcèlement. Ouais, bien sûr. Ça peut être quand même vraiment contre-productif aussi. Enfin, je me dis, il y a des fois. Puisque là, moi, là, c'était contre-productif. Et on m'a clairement fait comprendre qu'à mon âge, trouver un agent quand t'as pas beaucoup tourné, c'est mort, machin. Donc ça va être très compliqué. Les gens sont plutôt négatifs là-dessus, agents compris, dans leur discours. Non, mais les gens sont toujours négatifs de base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux faire quelque chose de différent des autres,
Les gens sont C'est négatifs vrai, parce qu'ils ont c'est peur. C'est vrai. Les gens ont peur de base. Quand tu veux faire quelque chose qui ne rentre pas dans ce qu'ils connaissent, ouh là 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 là. Voilà, moi, je leur ai dit, C'est ok, humain. Ça m'empêche pas d'essayer. Tu vois. Et voilà, Tu exactement. n'apportes rien à rien. C'est parfaitement humain. Mais je me pose souvent la question à quel moment en fait l'audace devient contre-productive. Quand elle est, comme ça. C'est-à-dire que l'audace, pour moi, c'est une question de faire les choses au bon moment, quand tu sens quand que tu les c'est le sens, moment ouais. de les faire, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, la chose la plus dangereuse que j'ai faite, entre guillemets, c'était de me dire, je pars et je me lance en tant qu'autre entrepreneur, je développe un nouveau projet, un nouveau métier, enfin, métier pas nouveau, mais dans une industrie dans laquelle il n'existe pas encore vraiment, et de me dire, je vais créer le coaching pour les acteurs, parce que je trouve que c'est indispensable. Ça, c'était... en fait, que tu te confrontes au fait que comment ça va être accueilli, est-ce que ça va être accepté, est-ce que ça va résonner, est-ce qu'il va y avoir un besoin. Enfin, moi, j'en voyais un, mais tu vois, tu peux pas faire les choses à la place des autres, tu vois. Donc, tu te dis, voilà, ça va dépendre comment je vais porter la chose, comment je vais en parler, comment je vais l'incarner, etc. Et ça, je me suis dit, bon, bah là, ma cocotte, t'es solo, quoi. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas. Et ça, pour le coup, il faut y aller, quoi. Ouais, il y a quand même une chose sur laquelle je voudrais revenir. On peut, on a le temps Bien sûr. C'est quand tu as posé la question, je ne sais plus comment tu l'as posée, mais que Marianne disait ah oui, moi j'ai quand même un peu l'impression que malgré le fait que je fasse plein de choses, que je sois de plus en plus visible, en fait, d'avoir rencontré des réals qui aimeraient me faire tourner, mais qui sont pas suivis derrière, soyons clairs, par les prods et par les diffuseurs, parce que c'est quand même aussi eux qui ont le dernier mot finalement. Je pensais à ce moment-là, je me disais en fait c'est fou parce que c'est quand même typique du monde de l'audiovisuel. Parce qu'au théâtre, tu veux quand même jouer. Il y a quand même plein de gens qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais eu une Molière et qui n'en auront jamais, qui sont des super comédiens, des super comédiennes et qui arrivent quand même à jouer et à être payés. Alors, on n'est pas sur les cachets de l'audiovisuel. Le théâtre, quand même, c'est dur de joindre le debout quand tu fais que du théâtre. Il faut faire beaucoup de dates, etc. Et tout, c'est assez précaire. Mais tu peux quand même travailler et être rémunéré pour ton travail et pour ton art, etc. Sans être connu. Et je me dis, en fait, moi, du coup, la question, c'est, je me dis, est-ce qu'un jour ça va exister, ce parallèle-là, dans l'audiovisuel? C'est-à-dire des gens qui vont se dire, en fait, je vais faire un film à moindre budget, qui va nécessiter moins de diff, moins de prod. En gros, je vais leur faire un gros doigt, parce que moi, j'ai envie de prendre cette personne-là, et je vous emmerde, et j'ai envie de faire mon film avec ces équipes-là. Et alors, est-ce que c'est moi qui suis naïve et bisounours, c'est le truc dont je rêve? C'est pas possible parce que l'audiovisuel, ça demande toujours des gros budgets. Ou est-ce que quand même un jour, il y aura un petit peu... en fait, c'est deux parallèles, comme on a aussi dans le théâtre. Parce que dans le théâtre, il y a aussi des énormes productions, où notamment dans tout ce qui est théâtre privé, où les cachets peuvent monter... on n'est pas payé pareil dans la troupe. Quand tu as un petit rôle dans le théâtre privé, c'est pas le même cachet que la tête d'affiche, etc. etc. Tu joues le Royaume en comédie musicale, c'est pas la même chose que de jouer un lundi par mois dans un petit théâtre du fin fond du 19e. Voilà. Le cachet est le même. Oups. Pardon? Le cachet est le même. Moi j'ai connu vraiment des comédiens dans le privé, ils gagnaient pas la même chose. Ah bah non, et les derniers petits rôles, ils gagnaient pas la même chose que les têtes d'affiche, et ils avaient un intéressement sur la billetterie. Tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas dans le théâtre, quand tu fais des petites productions théâtrales, ou quand tu es même dans le théâtre public, ça ne marche pas comme ça non plus. Donc il y a quand même ces deux mondes qui se côtoient, et où tu peux quand même faire des choses et donner à voir ce que tu as envie de donner à voir. Et j'ai l'impression que dans l'audiovisuel, on n'arrive pas vraiment à développer cette autre ligne. Oui, c'est vrai. Il faudrait inviter des distributeurs pour leur ça, poser directement la question. C'est plus les prods et les distribs qu'il faut interroger. Mais moi, je pense que les producteurs sont beaucoup plus open à tout ça. Je discutais avec une des plus grosses sociétés de production françaises, et justement, je lui parlais de la question des talents émergents, puisque nous à la Rebelle Connect, nous formons tous les talents qu'on dit professionnels, qu'on dit émergents, parce que c'est pas Pierre Ninet, Jonathan Cohen, c'est-à-dire les acteurs vraiment sur lesquels les films se montent. Et je lui disais, mais je ne comprends pas, pareil, pourquoi en fait les productions ne sont pas plus open à faire travailler des acteurs formidables et à lancer des carrières. Et elle m'a répondu, si, nous on n'aimerait que ça, mais c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la distribution, au niveau des chaînes. Là-bas. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est lui. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a parce que le sujet derrière, c'est la vente. Bien sûr, c'est la vente. C'est la vente du film, c'est ça, parce que je pense que
personne n'est vraiment opposé à avoir des nouvelles têtes quand c'est des super comédiens. Enfin, Mais c'est un paradoxe il y a parce quand que même, c'est la vente derrière le qui, plus pour gros moi, succès c'est montré. de Netflix, c'est Squid Games. Qui, en France, connaissait les acteurs de Squid Game? Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Le plus gros succès commercial français des 5 dernières années, on en a parlé, parce qu'on a reçu ici une metteuse en scène sur l'art et le handicap. Et donc, c'est un petit truc en plus avec Artus. Sur toute la distribution, allez, à peu près 70-80% de la distribution était inconnue. Et ça n'a pas empêché un succès public et un succès du film. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des contre-exemples qui nous montrent que c'est possible, mais on a des fonctionnements de l'industrie qui ferment tout ça, et c'est aux artistes tout seuls. Donc maintenant, il faut être bien accompagné pour pouvoir les ouvrir et garder sa confiance, quoi, sa confiance en soi. Après, ça se fait quand même, tu vois, il y a des premiers films quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a des réalisateurs, réalisatrices émergentes, il y a quand même des premiers films qui arrivent souvent avec des nouvelles têtes qu'on n'a jamais vues. Par contre, c'est vrai qu'il faut trouver, je pense, la bonne production derrière et du coup, la bonne personne pour aller vendre ton film et qu'il puisse vivre par la suite. Mais, ouais. T'as les films indépendants aussi. Ouais. Pour un festival. Mais oui, mais ça c'est toujours pareil. Le problème c'est que s'il est diffusé sur très peu de copies, il n'y a pas de visibilité et on peut avoir fait un cercle. Mais en fait c'est ça, c'est qui le regarde et par qui et par combien de personnes et est-ce que tu peux nous dire quand on est déjà plus identifié, qu'on commence à avoir une carrière derrière soi, les acteurs et les actrices sont face à quelles problématiques dans le développement de carrière? Alors, là, c'est vraiment mon ressenti personnel. Hein. C'est-à-dire que je parle au nom de personne, je vois ce que moi j'ai observé. Je pense que au début, il y a quand même une envie une envie d'y aller, quoi. Ce truc de on y va, nanana, machin. Il y a toujours aussi ce truc arrive aussi au début de qui suis-je, est-ce que je suis légitime à faire ça, la légitimité, la confiance en soi. On en a parlé tout à l'heure en off, mais voilà. Après, plus ça évolue, c'était ça ta question, hein, plus ça évolue. Oui, exactement. Ouais. Les acteurs et les actrices sont confrontés à quelles problématiques quand ils tournent déjà beaucoup en termes de développement de carrière? Alors, moi, ce que je remarque souvent, il y a quand même toujours ce rapport au vide. C'est-à-dire que rapport à la peur que ça s'arrête demain. Ça, c'est quelque chose c'est très humain et très normal. Hein. Il y a toujours ce truc de, du coup, plus il y en a, paradoxalement, ça crée ce truc de, oui, mais si ça s'arrête demain. Il y a aussi ce rapport à l'âge. C'est-à-dire que je l'ai vu en me disant, j'ai remarqué qu'il y avait des... C'est vrai, il y avait... J'ai remarqué tu vois, ces réactions de, vu que je prends en âge, il faut que je fasse le plus de choses maintenant. Parce que ça va s'arrêter. Parce que potentiellement, ça va s'arrêter. Et notamment pour les femmes. On est d'accord, là, tu parles de... À quoi ils peuvent être confrontés aussi. Il peut aussi... De ce que j'ai vu, en tout cas des discussions que j'ai pu avoir avec certains comédiens, il y a aussi ce sujet de rester dans son équilibre personnel. C'est-à-dire que tu as plein de choses de tous les côtés, tu as envie d'accepter justement beaucoup de choses parce que tu as envie de tourner et d'enrichir tout ce que tu fais et justement de continuer à grandir dans ton métier. Mais il y a aussi ce truc de où sont mes limites, qu'est-ce que je suis OK en fait au fond de faire et pas faire, accepter de parfois, je sais pas, reculer 2 secondes pour ton propre équilibre perso et rester aligné dans tes choix avec tes envies. Il y a quand même un peu tout ce truc-là qui arrive. Rester dans ton axe, en fait. Rester dans son axe, ouais. Donc, c'est surtout par rapport à soi. Mais complètement. Et le fait d'être beaucoup plus exposé médiatiquement. Ouais, et il y a aussi j'allais dire, il y a aussi ça, il y a aussi le concept, toute la question relationnelle. C'est-à-dire que, évidemment, plus t'es exposé, plus t'es connu, plus t'es sollicité, plus tu vas avoir besoin de mettre d'avoir vraiment des limites qui sont posées, de savoir bien t'entourer. Un film protecteur. Un film protecteur et de savoir bien t'entourer. Et quand il y a tu veux donner ça et on veut te prendre ça, là, faut savoir tout de suite réajuster le sujet parce que souvent on a tendance à dire j'ai dit oui, mais en fait je voulais pas. Tu vois, non mais tu vois, et c'est tellement humain parce qu'on le fait tous dans la vie de tous les jours parce qu'on sait pas comment réagir et du coup on va s'adapter et dire ok, alors qu'en fait mais non en fait pas du tout, tu vois. Et donc voilà, il y a un peu tout ça et puis après il y a aussi
Bon, après, ça, c'est dans tous les milieux. C'est-à-dire que plus tu es au contact de plein de gens, plus tu vas avoir à travailler avec des personnalités hyper différentes. Et donc, pour moi, il s'agit de savoir composer avec la différence, avec des gens qui sont différents de toi. Et donc, ouais, c'est de la communication, en fait. Tu vois, c'est du relationnel. Et je pense que c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et les accompagner là-dessus aussi, c'est... quand parfois tu peux avoir peut-être des petites frictions ou des choses à exprimer, tu sais pas comment les dire, mais parfois même avec aussi, je pense, l'agent directement, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir quelques clés pour savoir s'exprimer calmement, sans peur, sans crainte, de manière claire et précise, et que ce soit avec les personnes avec qui tu vas travailler sur un tournage, pendant un film, à côté, après, dans la vie de tous les jours, tu vois. Et les filles, vous, est-ce que ça vous fait peur, cette exposition médiatique? Vous y pensez? Comme on fait quand même des métiers d'image, si demain vous faites un film et qu'il est vu par 1 million de personnes, comme ça a été le cas, la vie change en fait. Oui, bien sûr. Il y a un rapport à la séduction aussi. Et alors, quel est votre rapport à la séduction? Non, mais c'est vrai, non, c'est très. C'est-à-dire qu'il y a moi, toujours ça ce. me fait ultra peur. Alors, moi, j'ai un problème. Enfin, un problème. Enfin, c'est pas un problème. Je sais pas. Je reprends. C'est que j'ai un ami proche qui était mon coloc et qui m'a filmé pendant plusieurs années et qui a fait un reportage sur moi en tant que femme, en tant que personne, en tant que humaine qui se développe dans ce monde et qui a été construite d'une certaine façon. C'est beaucoup sur le consentement, la déconstruction et comment, en fait, sur la liberté et sur mon envie de liberté et tout ça. Et donc, je suis filmée dans toute mon intimité, je lui dis tout. Parfois, j'ai même dit à la caméra, non, je te dis ça, mais vraiment, genre, je le dis pas, tu vois. Tellement on était proches. Et là, il est en ce moment à la Fémis en train de faire transformer ça, je crois, en série. Et donc, en fait, au départ, c'était juste mon coloc qui me filme, c'est rigolo. Et ça devient de plus en plus un truc qui va potentiellement sortir et qui va parler de moi dans mon intimité, de moi vrai. Et ça me fait ultra peur. Je me dis, soit ça va être vu par 2 pelés, 3 tondus. Bon. Et dans ce cas-là, c'est un peu dommage parce que bon, ça veut dire que voilà. Soit ça va être carrément vu et par contre, je vais être hyper exposée. Je vais potentiellement avoir plein de fachos au cul qui vont vouloir me brûler. Et il y a aussi cette question de la catégorisation. Moi, il y a énormément de réalisateurs hommes à qui j'en ai parlé qui m'ont dit ne le fais pas. Sinon, on va t'embaucher plus que pour faire des films de genre sur la sexualité parce qu'on te verra plus comme enfin, tu vois ce que je veux dire. On te verra dans une case en fait, voilà, c'est ça. Dans une case, cette fille libre qui ose l'ouvrir en fait et qui ose parler de son intimité, parler des femmes, parler de Ouais. tout ça. Et Ça, c'est un point de vue très masculin. On va te punir en fait. C'est clair. Et c'est les mecs, que des mecs qui m'ont dit ça, pas les femmes. Oui, c'est un point de vue très masculin. Ouais. Et du coup, j'ai vachement peur et je me dis, est-ce que je vais être punie si ça sort Donc ouais, moi ça me fait assez peur. C'est vraiment la notoriété et pas du tout quelque chose qui m'attire. Ouais, pas du tout. J'ai vraiment très envie de rester libre. Et en même temps, c'est quelque chose dont tu as besoin, sinon on t'appelle pas. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bah, on verra bien. On en reparle dans 5 ans, Charlotte. Mais encore une fois, c'est une question de limite en fait. Ouais. C'est comment tu arrives à instaurer naturellement ta limite entre ce que tu es OK de donner et de montrer aux autres et ce que tu veux garder pour toi, là où les gens vont toujours avoir envie de prendre plus de toi, Ouais. en fait. C'est déjà le cas, je trouve, en tant que femme, non Ah bah oui, complètement. Mais est-ce C'est qu'on arrive sûr. à le faire Quoi de manière, est-ce qu'on arrive à le faire facilement, de manière assumée, en sachant comment le faire, tu vois, pour être bien avec soi Non, et que ce c'est soit sûr. pas toujours un challenge tu vois, de dire bah non, en fait, ouais, voilà. Et sans être Mais punie. complètement. Mais bien sûr. Mais parce qu'on nous apprend dès qu'on est enfant que si tu dis non, tu vas pas être aimé. Et on nous apprend aussi que dès qu'on fait une erreur, c'est qu'on n'est pas assez bon. C'est ça. Or, notre métier, si on ne tente pas et si on ne rate pas, si on n'échoue pas, on peut pas trouver, on peut pas se trouver, on peut pas Complètement. proposer. Et c'est vrai que ça va vraiment, à l'inverse, à l'opposé de ce qu'on. Création. Et la création va à l'opposé de ce qu'on nous apprend à l'école, en fait. Et... Oui, parce que c'est très français, et on, ça. Comme, et on nous apprend aussi à être des personnes modèles, des filles modèles. Ouais. Et donc, Pas du tout. absolument. Tiens-toi bien. Et c'est ça, être souris. sage. Et c'est vrai que, particulièrement dans le cinéma et en tant qu'actrice, il faut pas être sage. Non. Parce que ça n'intéresse personne.
il faut pas être sage dans la vie de tous les jours. Clairement. C'est-à-dire qu'il faut... Non, mais c'est vrai, en fait, il faut jamais... Non, mais c'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir une éducation où on m'a jamais dit que je pouvais pas faire quelque chose, quoi que ce soit, parce que j'étais une femme. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que je me dis encore aujourd'hui, mais prends ta place, quoi. On s'en fout, en fait. Enfin, c'est-à-dire, vas-y, fais. Fais ce que tu dis, ce que tu as envie de dire, fais ce que tu as envie de faire. Et si ça ne te plaît pas, mais c'est pareil. C'est pareil. Mais moi, c'est-à-dire que si moi, je suis bien avec moi, je suis en accord avec moi, je suis OK avec ce que je fais, le reste... Non, c'est sûr. Voilà. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est toujours, on va toujours te le faire remarquer. On va te le faire remarquer, mais ça va plaire. Ça va déranger 2 secondes et ensuite ça va plaire. Mais c'est quand même juste dingue, c'est que si t'es une femme, on va te faire remarquer. Complètement. Mais Bien sûr, mais comme c'est ça, clair. on nous le fera moins Mais- remarquer. C'est juste ça. C'est militant aussi d'être Bah, nous-mêmes bien et sûr. de... Mais parce que l'humain, elle a toujours cette réaction première à quelque chose de nouveau, et encore plus quand ça vient, je pense, des femmes, hein, c'est de se dire, oula, tu fais quelque chose de différent. Attends, je suis pas sûre de savoir si je suis OK avec ce qui se passe ou pas. Donc, tu vois, il y a cette espèce de mouvement de méfiance. Mais souvent, derrière, c'est, ah ouais, en fait, ça m'autorise, moi, à en fait être plus que ce que je me suis autorisé jusqu'ici. Et c'est là où c'est génial, parce qu'en fait, c'est là où tu deviens inspirant pour les autres. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une solidarité entre femmes dans nos milieux ou pas assez? La question qui tue. Non, moi, les collègues femmes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, franchement, il y avait beaucoup de solidarité. Ouais. Après, c'est plus, comme je dis, pour le moment, c'est plus dans le monde du théâtre, du clown. Franchement, j'avais on était pas mal des femmes et c'était très solidaire, très open, on parlait de tout, et quand il y avait un ou deux pauvres mecs qui se baladaient là-dedans, et on parle accouchement, on parle règles, on parle ça aujourd'hui et tout, et on les voyait genre, encore, encore, on est 5, on n'a jamais la truc en même temps, donc ouais, enfin, tu vois, du coup, ils étaient très open sur tous les sujets. Enfin, je dis ça par rapport à, prendre la place, vivre ce côté au jour le jour, c'est ça te plaît, tant pis, tant mieux, ça te plaît pas, tant pis, voilà. Et les filles avec qui j'étais, voilà, on était toutes à peu près, je pense, sur les mêmes longueurs d'onde aussi. Enfin, c'est ta famille artistique, tu la choisis pas pour rien non plus. C'est marrant. En fait. Donc moi, pour le moment, j'ai eu la chance de travailler qu'avec des super belles personnes, plutôt dans la même éthique de travail, dans la même éthique, le même regard sur le monde, les mêmes attentes, l'envie d'humain, l'envie d'apporter au monde une histoire qu'on défend, qu'on porte, qu'on raconte, de faire bouger les gens. Tu as un point A, et si tu sors de la salle et que tu as un point B, quel qu'il soit, le tien, ton point B à toi, pour moi, j'ai fait mon job ce soir. Voilà. Et c'est ce qui me tient au jour le jour. C'est pour ça, sur la notoriété, moi, par exemple, c'est une question que je ne me pose même pas. Je ne l'imagine même pas, je m'en fous, parce qu'en fait, je ne fais pas ce métier pour ça. Je fais ce métier pour transmettre des histoires et des points de vue et des regards sur le monde qui me sont chers et que je trouve pas assez entendus parfois ou mal entendus. Oui, donc tu l'as déplacé et tu ne penses qu'à ça. Ouais, je pense rarement à ça. Vous savez, sur la santé mentale et menstruelle, puisque tu en parles, on a eu la chance à l'Escalator ici de recevoir une championne de MMA qui parle de santé menstruelle et qui justement coachait des entrepreneuses. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai. Et j'avais même pas, en tant que femme, réalisé ça. Où elle disait, mais nous les femmes, avec les changements hormonaux et au niveau de l'énergie, etc., on ne devrait pas programmer en fait sa journée de travail sans oublier de savoir quand est-ce qu'on a des variations hormonales et donc au niveau de la santé, de l'énergie, etc. Comment est-ce qu'on est dans son cycle pour pouvoir en fait être... C'est incroyable, hein, mais elle a ouvert une porte et je me dis, dans le cinéma, on commence déjà à parler MeToo, à parler de respect, de consentement, Non, mais on en est vraiment au début et c'est merveilleux, toutes ces portes qui s'ouvrent pour tout le monde. Et on n'est pas encore allé au step d'après, de passer, de parler encore plus vraiment de santé menstruelle aussi au travail et d'adapter ça dans les équipes, parce que les équipes ne sont pas composées que d'hommes, quoi, en fait. C'est une vision qui est tellement patriarcale, c'est-à-dire que la société est construite autour d'une vision masculine, pas féminine.
Donc, c'est-à-dire que déjà, moi, voilà, c'est mon point de vue, on fait déjà bouger les lignes de l'intérieur, c'est chouette, mais comme tu dis, bon, ça prend le temps que ça prend, mais c'est cool parce que ça bouge. Mais alors, au point de leur faire entendre que on a un cycle menstruel qui est différent des leurs, et donc on fait comme ça tout au long du mois, et qu'en fait, on a besoin parfois de pouvoir un peu s'adapter à ça. Ça va. Il faut savoir si vous voulez l'égalité ou pas. Maintenant, voilà, si vous voulez les différences selon le 27e ou le 18e. Mais en même temps, j'espère qu'on arrivera à ça. Mais moi je aussi. l'espère tellement. C'est pas si compliqué en plus. Non. C'est juste être sympa en fait, finalement. Ouais. Bah, c'est juste s'adapter et on est capable de s'adapter pour les. Alors, ça commence à rentrer dans les codes du sport, ouais, bien sûr, parce que leur performance sportive varie énormément aussi. Donc, Après, je pense que c'est un mouvement collectif aussi. ouais, C'est-à-dire bien que sûr. je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et là, je vais être un peu dure, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est aux femmes elles-mêmes de bouger. C'est-à-dire que personne va le faire à leur place. C'est à nous, nous-mêmes, de dire, en fait, non, ou là, oui, ou là, je peux pas, parce que j'en suis là, nanana. En fait, si on le fait pas et qu'on s'adapte toujours à ce qu'on nous a dit et c'est ce qu'on en revient à ce qu'on disait il y a un quart d'heure, on va jamais faire bouger les choses. C'est à nous de prendre nos responsabilités et d'aller secouer le truc de l'intérieur. Le cocotier. Ouais, c'est-à-dire, en fait, mais pour ça, il faut une solidarité. Une union. Ouais, bien sûr. Les projets sur lesquels j'ai bossé, où j'étais avec le dernier, où on était 3 femmes de 3 générations différentes au plateau, dirigées par un mec. C'était très drôle. Donc lui, du coup, il a tout entendu, surtout, machin, toute notre petite vie intime et tout. Il était très open à ça. Même si parfois il me disait, on y va, non, quand même, les filles, je sais que c'est important, mais on va y aller, non, quand même, pour la répète. Et il y avait vachement de solidarité sur ces histoires de santé menstruelle, etc. Voilà, il y en avait une arrivée, elle était en plein cycle, ton premier jour, elle est HS, pendant 2 jours, elle est HS, et que tu dois répéter 5 ou 6 heures par jour, et en fait, évidemment que tu vas pas avoir la même énergie au plateau, donc on s'organisait en lui disant, c'est pas grave, toi, pose-toi, fais regard extérieur avec le metteur en scène, on va passer principalement nos scènes à nous deux, enfin... Et je suis pas sûre que dans une équipe mixte, on serait arrivé en le disant, tu vois. Mais effectivement... Mais il y a encore un tabou, c'est surtout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on leur parle de ça, ils font genre... Suspect. Ouais. Non, bien il n'y sûr. a pas qu'un tabou, pour moi il y a une résistance aussi, il y a quand même un mouvement masculin qui fait en sorte que ça tienne pas. Enfin, je veux dire, nos amis les masculinistes. Hein. Non, mais. T'as lancé une bombe de sujets là. T'en as trop. On parle de développement de carrière, on termine avec la santé menstruelle. Mais c'est très bien, ça en fait partie. Non, c'est vrai. Le patriarcat se défend, tu vois. Ouais, bien sûr. Faut pas non, c'est sûr. Elle l'avait dit, Simone. Ouais, c'est clair. Elle l'avait dit. Alors, j'ai un petit quiz pour vous. Allez. Le petit jeu, c'est un vrai faux. Il faut deviner si vous voyez rien. Non. Si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, l'actrice de The Office, Mindy Kaling, s'est inventée un agent fictif. Elle appelait les productions sous une fausse identité pour faire croire qu'elle était représentée. Résultat, elle a décroché des opportunités. Ah, si c'est vrai, c'est mon héros, ma héroïne, quoi. Moi, je dirais faux. Je dirais non, que c'est Hugh génial. Grant qui faisait ça. Eh ben, c'est vrai. Mais ouais, parce qu'elle pourrait vraiment, dans sa personnalité, on la connaît pas, mais je veux dire, elle a ce truc assez audacieux, donc c'est pas surprenant que. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, Bah, exactement. c'est génial. En fait, donc j'ai un agent. Autant pour moi, excusez-moi. Enfin voilà, j'ai un agent, je t'aime parce qu'il est très connu. Ok, numéro 2. Déterminé à décrocher un rôle dans Superbad, Jonah Hill a appelé Judd Apatow tous les jours, pendant des semaines, en changeant de voix et de personnage pour le convaincre qu'il était l'acteur idéal. Un faux ou un tox? Moi, j'ai envie d'y croire. Ouais, ça peut être rigolo. C'est chelou de faire ça. Tu vois, ça, je trouve que tu vois, c'est de l'audace mal placée. La première, je trouve que c'est cool. Mais là, c'est vraiment, tu vois, genre... C'est un peu, oui. En fait, quand tu commences à faire du mal aux gens... oui, c'est ça. Parce que l'agent, il est fictif. Mais bon, en fait. allez, vas-y. Moi, je dis que c'est faux. Et ben, c'est vrai. Ouais, j'allais dire Il fallait faire un choix. Comment on sait maintenant? Ok. Waouh. Troisième question.
En 2016, une jeune comédienne à Paris a décroché un rôle grâce à une lettre manuscrite qu'elle aurait discrètement glissée dans un livre qu'elle a remis à un réalisateur. Dans cette lettre, elle expliquait à quel point elle avait été touchée par son film et sa réalisation et sa direction. Résultat, elle a décroché un casting et ensuite le rôle. Oh, ça peut être vrai, J'ai ça, envie non? d'y croire. Ouais. J'ai tellement C'est envie d'y joli. croire. Est-ce que c'est toi? Ça fait un peu, tu sais, comme la comédienne de Harry Potter, tu sais, qui était très très fan dans les premiers et qui finalement a réussi à passer le casting. Bah, c'est celle qui fait Luna Lovegood, là, que je sais pas comment ça Ah, je l'adore. Ouais. Mais je trouve que Mais il y avait un truc Non, de mais base attends, où elle était pardon, hyper excuse-moi. fan de J.K. je dois te dire que pour moi, Marianne Fish et Luna Lovegood. Non, allez, C'est vrai que tu peux avoir Mais oui. Non mais vraiment. Et je lui répète tout le temps. Evana, elle s'appelle Evana quelque chose, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. C'est Luna. Ouais. Je crois qu'on a tout envie d'y croire. Ouais, on a envie de Eh ben c'est faux. C'est faux. Ah Oh, non. la poésie, et en plus c'est faux. Ok. Mais bah, parce que ça va arriver, je reviens. Ça pourrait faire un joli scénario. Je vais m'en occuper. J'en ai une quatrième. Allez. Une quatrième info ou intox. Est-ce que vous avez su que Kate Winslet a pu obtenir le rôle de Titanic en envoyant des roses par centaines au réalisateur en lui disant « c'est moi ta rose Oh waouh. ». Ouais, ça c'est beau. Elle hein. a vraiment fait ça? Et elle a vraiment fait Oh, ça. on l'adore. Et Elle est géniale. exactement, c'est très beau. On l'adore. Donc, inspirée de cette anecdote, une comédienne a envoyé un bouquet de camélias à un agent qu'elle avait rencontré en lui disant bah, « vous m'inspirez ça, etc. Je rêve d'être représentée par vous ». C'est vrai. Résultat des courses, elle a été prise par l'agent. Non, ça c'est faux. C'est pas assez précis, je trouve. Moi, j'ai envie de dire faux. Ouais, c'est faux. Mais toi, tu sais l'histoire. La première partie est vraie, la chute est fausse, malheureusement. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Ouais. Il n'y a pas de name dropping dans ces. Et mais si, je peux le dire, j'avais vu cette anecdote que je trouvais hyper romantique et magnifique. c'est Et donc, joli. j'ai fait ça à un agent pour Ah, voir si ça c'était- marchait. Ça n'a pas du tout marché. Et ouais, bon, merci, Merci à beaucoup toi. Merci à toi, pour ce Charlotte. moment d'échange Ouais. et de partage. Et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Salut, Charlotte. Ciao, ciao. Ciao. Merci à vous les Merci. Merci.